Donc, normalement, la présentation, elle est claire. J'aimerais bien voir une réponse, parce que la présentation, elle est claire. Introduction à la parasitologie. Oui, c'est clair, très bien. Alors, je vais commencer par quelques définitions. Normalement, j'ai commencé l'enregistrement pour les gens qui n'ont pas encore réglé le problème de compte, etc. Donc, la présentation sera enregistrée. Alors, la parasitologie médicale, c'est une discipline qui aborde étudiant les organismes animaux. On les appelle, c'est des parasites. Alors, ces organismes animaux qui font partie du règne animal, il y a aussi, entre parenthèses, il y a aussi les champignons. Alors, des fois, la parasitologie, on trouve dans les bouquins ou bien des articles les champignons qui sont classés parmi les parasites. Alors, c'est une discipline étudiant les organismes animaux qui parasitent de l'homme, puisque c'est médical. Donc, on ne va pas étudier les parasites des animaux qui peuvent se révéler, bien sûr, pathogènes, donnant des troubles plus ou moins prononcés. Alors, le parasite, un parasite, c'est quoi? C'est un être vivant. Il est de taille et de forme variable qui, pendant une partie ou bien la totalité de son existence, il vit aux dépens d'un autre organisme vivant, appelé hôte. OK? Donc, le parasite est un être vivant et l'hôte est un être vivant. Donc, c'est une association entre le parasite et l'hôte. C'est une association qui est bénéfique pour le parasite. Je prends l'exemple d'un homme qui est parasité par, je prends un exemple, donc vous allez déjà, par la suite, vous allez connaître ces parasites, je prends l'exemple d'Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica, c'est un parasite. Alors l'homme peut être parasité par un parasite, l'espèce Entamoeba histolytica. Donc l'homme, il n'est pas gagnant dans cette association. C'est le parasite qui est gagnant. Alors le parasitisme, donc la notion du parasitisme, c'est une association de deux êtres vivants, dont un seul, qui est le parasite, tire profit, qui est gagnant. Donc c'est la différence, bien sûr cela s'oppose à la symbiose. Parasitisme, le contraire Tao, c'est la symbiose. C'est une association entre deux êtres vivants profitant de leur union. Donc l'association, la symbiose, l'association, elle est bénéfique pour les deux, pour le parasite et pour l'hôte. Le parasitisme, non. C'est le parasite qui tire profit. OK? Normalement, c'est clair. C'est des notions de base. C'est des notions de première année. Alors, là, ce qui est important, parce que ça arrive, le parasite, c'est lui qui est gagnant dans l'association. OK? Est-ce que c'est clair? Alors, j'aimerais bien, bon, puisque c'est des cours en ligne, j'aimerais bien voir vos réponses. Donc, vous avez des claviers normalement, au moins pour voir est-ce que vous êtes présent. Très bien. Normalement, c'est clair. Alors, les organismes vivants, c'est une diapo qui résume un petit peu les notions de base. Alors, les organismes vivants sont classiquement séparés en trois catégories. Il y a les eucaryotes, c'est les virus. C'est le cas, par exemple, du Covid. C'est un eucaryote. Le Covid-19, le SARS-CoV-2, c'est un eucaryote. Donc, la différence avec les autres, ils n'ont pas d'éléments nucléaires constitués. Les prokaryotes, bactéries, certaines algues, ils ont un noyau, mais sans membrane nucléaire. Pas de mitochondrie, pas d'appareil de Golgi. C'est des prokaryotes, les bactéries. Les eucaryotes, par contre, ils ont un vrai noyau.
avec, bon, ils ont un vrai noyau, avec membrane nucléaire, une mitochondrie et un appareil de Golgi. D'où les eucaryotes. Alors, les eucaryotes eux-mêmes sont divisés en êtres vivants unicellulaires, on les appelle les protozoaires, et êtres vivants pluricellulaires. Donc, les eucaryotes, c'est des êtres vivants avec un vrai noyau, mitochondrie, appareil de Golgi, qui sont divisés en êtres vivants unicellulaires et il y a des êtres vivants pluricellulaires. Les êtres vivants unicellulaires, on parle des protozoaires qui sont des parasites. Donc, les protozoaires, c'est des parasites. Êtres vivants pluricellulaires, plusieurs cellules, ils ont un tissu qui est différencié. C'est principalement les métazoaires, les helminths, ok? Les champignons. Bon, les champignons microscopiques, hein. Quand je parle de la mycologie médicale, c'est des champignons microscopiques, mais macroscopiques, les naclos. C'est des champignons microscopiques. Et arthropodes. Les arthropodes, c'est des insectes. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est l'objectif, tu as le premier semestre. Protozoaires et métazoaires, c'est les deux êtres vivants qui vont être plus ou moins détaillés au cours du premier semestre. Alors, les métazoaires elles-mêmes, appelés aussi des vers, c'est les vers, tout simplement, c'est d'autres. Voilà. Alors, quand je parle de la localisation des parasites chez l'homme, on peut différencier l'ensemble des parasites selon la localisation. Alors, on distingue les ectoparasites, endoparasites. Les ectoparasites, c'est des parasites qui existent ou bien qui se logent en externe, dans les parties externes, qui vivent à la surface du corps, ou bien dans les cavités naturelles, plus ou moins facilement accessibles, genre le nez, la bouche, les oreilles. On les appelle, c'est des ectoparasites. Ectoparasites, c'est des parasites qui vivent à la surface du corps. Alors, les ectoparasites, il y a certains qui sont souvent des vecteurs de maladies. C'est un parasite qui vit à la surface, par exemple la peau, et suite à une piqûre, il va transmettre un agent pathogène, soit parasite, soit virus, soit bactérie. Dans le katana, c'est des parasites. Je prends l'exemple, par exemple, sur la photo. Sur la photo, à droite, alors le curseur. Alors, sur la photo, voilà. Alors, sur la photo là, le phlébotome, le vecteur qui a un ventre plein de sang, il s'appelle le phlébotome. C'est des vecteurs de parasites appelés les leishmanies. Okay? Donc, le vecteur, c'est un ectoparasite qui vit à la surface. Il va piquer l'homme sur la peau et il va transmettre des parasites appelés des leishmanies, à l'origine de la leishmaniose. Ou bien, ces ectoparasites peuvent être des agents de la maladie elle-même. Donc, il ne va pas transmettre la maladie, l'affection, la parasitose, mais l'ectoparasite, il devient un agent de la maladie. Donc, la photo, c'est des peaux. C'est le pot, c'est le qmel. OK? Alors, les photos, c'est clair. Alors, les endoparasites, c'est des parasites qui se localisent dans les cavités profondes, dans les tissus ou bien le sang de l'hôte, dans les cellules sanguines. Cavité profonde, par exemple, je prends l'exemple, l'intestin, il y a des parasites qui vivent au niveau de la muqueuse intestinale, colique, principalement colique, le côlon. Je prends l'exemple de l'ascaris. Ascaris, c'est des vers qui vivent dans l'intestin de l'homme. Dans les cellules sanguines, bon, normalement, c'est les malarias. Le malaria, c'est les plasmodiums. Malaria ou bien plasmodium. C'est des parasites qui vivent dans les cellules sanguines, à l'intérieur des cellules sanguines. C'est des endoparasites. Ou bien, je prends l'exemple de la toxoplasmose. Toxoplasmose, le parasite vit au niveau des globules blancs
pas les hématies, les globules blancs, cellules aussi de la lignée leucocytaire. Globules blancs, c'est les monocytes macrophages, ou bien au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau. Voilà, donc selon la localisation des parasites, on a des ectoparasites, on a des endoparasites. C'est clair. C'est des exemples. Vous allez voir ça avec détail flécourt. Sinon, un parasite, il peut être classé. On parle de la taxonomie. Bien sûr, selon un certain nombre de critères. Critères biologiques, critères morphologiques. Des fois, c'est critères biologiques, mais c'est de la biologie moléculaire. Donc, on peut classer un parasite selon un embranchement. Donc, à deux, c'est des notions de base. Parfois, on parle d'un sous-embranchement, la classe, la famille. Bon, des fois, avant la famille, on trouve l'ordre. Donc, embranchement, classe, famille, genre et espèce. Donc, l'espèce, le nom scientifique, c'est l'unité élémentaire qui doit être rédigée selon il y a des règles de rédaction d'un nom scientifique. Comme un botanique, comme un microbio, comme un parasito, c'est les mêmes règles. Donc, on a l'embranchement. Des fois, on parle d'un sous-embranchement. Classe, famille, genre, espèce. Alors, j'ai essayé de parler juste des, des éléments taxonomiques les plus importants. Comme ça, embranchement, classe, famille, genre, espèce. Donc, des fois, on trouve sous-famille, des fois sous-genre, des fois sous-espèce. Cadeau, c'est un détail pour vous. Tout le monde, l'essentiel, vous allez maîtriser. C'est quoi l'embranchement? Est-ce que le parasite, il fait partie des protozoaires, êtres vivants, unicellulaires, ou bien métazoaires, êtres vivants, pluricellulaires? La classe, c'est important. La famille, c'est aussi important. Genre et espèce. Alors, est-ce que c'est clair? Alors, c'est des notions de base. C'est un cours d'introduction. Alors, j'ai essayé de ne pas trop détailler les choses. Est-ce que c'est clair? Au moins une réponse. Voilà. Bon, s'il y a des questions, vous pouvez poser des questions, non? Sur Teams. Sinon, vous pouvez laisser les questions sur la page Teams. Vous pouvez laisser des questions après, je peux vous répondre. Sinon, la déléguée a peut-être la boîte mail. Ça, hein? Alors, vous pouvez m'envoyer des questions. Vous êtes libre. OK? Alors, biologiquement, morphologiquement, les parasites de l'homme sont classés en 4 grands groupes. Le premier groupe, protozoaire. Deuxième groupe, c'est les helminths, c'est des vers. C'est doudes, tout simplement. Donc, on a les protozoaires, êtres vivants unicellulaires. Deuxièmement, les helminths, ou bien vers. Troisièmement, les champignons. Donc, même les champignons, c'est des parasites. Un champignon, on dit par exemple, un champignon qui parasite le cheveu. Un champignon qui va parasiter l'ongle. Un champignon qui parasite la peau. Donc, même le champignon est considéré comme un parasite. Et quatrièmement, les arthropodes. Arthropodes, c'est quoi? Podes, c'est en latin, c'est les pattes. Arthro, c'est articulé. Donc, ils ont des pattes articulées, c'est les insectes. C'est les insectes qui sont des fois, et parfois plus souvent, c'est des vecteurs de maladies. Alors, je répète, l'objectif, c'est le premier semestre, c'est-à-dire décembre et janvier. C'est protozoaire et helminth. Alors, l'objectif, c'est le deuxième semestre, Inch'Allah, c'est les champignons. Nous allons étudier les champignons d'intérêt médical et quelques conduites à tenir au laboratoire. Donc, vous êtes des pharmaciens, vous allez avoir un prélèvement, vous allez avoir peut-être à l'officine des patients qui vont présenter un tableau clinique, une fièvre, des diarrhées. Comment vous allez, quelle sera votre conduite à tenir devant un signe clinique, devant un prélèvement sur paillasse au laboratoire, etc. Donc, c'est l'objectif, c'est le deuxième semestre. OK?
Alors, les parasites, rapidement, les parasites sont classés selon, il y a deux embranchements. L'embranchement des protozoaires, alors c'est le premier semestre. Je vais détailler un petit peu le premier semestre. Ça sera un résumé. Alors, les parasites vont être classés selon deux embranchements. On a les protozoaires, métazoaires. Les protozoaires, c'est des êtres vivants unicellulaires qui seront doués de mouvement. Doués de mouvement. Donc, ils sont mobiles, à l'exception d'une seule classe. Une seule classe, bon, il y a des gens qui disent que c'est immobile, il y a des gens qui disent que c'est peu mobile. L'essentiel, l'embranchement des protozoaires, c'est des êtres vivants unicellulaires. C'est des eucaryotes, mais chez procaryotes. Eucaryotes, doués de mouvement, qui sont divisés eux-mêmes en 4 classes. C'est important à dos. Alors, la classe des rhizopodes. Alors, selon le mode de locomotion, selon le mode de mobilité de ces parasites, on les classe en 4 classes. Voilà, on les met en 4 classes. Il y a les rhizopodes qui sont mobiles grâce à des pseudopodes. Donc, pseudopodes, vous allez voir ça. Pseudopodes, c'est des formations entre le cytoplasme et la membrane de la cellule qui vont permettre aux parasites de se déplacer. On parle pseudopodes. Bon, c'est l'exemple des amibes. Les amibes, c'est des protozoaires mobiles grâce à des pseudopodes. Alors, sur la photo, vous voyez bien Entamoeba histolytica. J'ai mis ces photos-là. Après, vous allez voir le détail de ces photos, flécourt. Alors, Entamoeba histolytica, c'est un protozoaire qui est mobile grâce à des pseudopodes. Alors, vous voyez bien un noyau avec un point au centre. Donc, les noirs, c'est des hématies. Donc, cette espèce, elle est hématophage. Elle va ingérer les hématies. Alors, le pseudopode, il est allongé dans la face antérieure du parasite. Il est allongé. Hada, c'est le pseudopode. Donc, la classe des rhizopodes. Deuxième classe, c'est les flagellés qui sont mobiles grâce à des flagelles. C'est simple. Donc, on a des flagellés intestinaux. C'est l'exemple. Je prends l'exemple de la Giardia. Giardia intestinalis. C'est un protozoaire qui est flagellé, mobile grâce à des flagelles. Vous voyez bien, c'est le Giardia qui donne des diarrhées chez les enfants, principalement les enfants. OK? Donc, vous voyez bien, les deux yeux, c'est des noyaux. Deux noyaux. Et le reste, c'est des flagelles. Il y a 4 paires de flagelles. Donc, vous allez voir ça. Donc, les flagellés, on a des flagellés intestinaux. On a aussi un flagellé qui est urogénital. C'est le Trichomonas vaginalis, responsable de d'IST, d'infections sexuellement transmissibles. Aussi, on a des flagellés sanguicoles qui se logent dans les cellules sanguines, tout simplement. Pas dans les cellules, mais à l'extérieur des cellules sanguines. Je prends l'exemple de Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi, c'est un flagellé qui vit à l'extérieur des hématies. OK, c'est la classe des flagellés, mobile grâce à des flagelles. Toujours dans l'embranchement des protozoaires, troisième classe, la classe des ciliés. On a un seul parasite qui est spécifiquement humain. C'est le Balantidium. Bon, il y a juste le genre. L'espèce Balantidium coli. Balantidium coli. Mobile grâce à des cils. Donc, c'est des cils. Vous voyez bien les cils à l'extérieur collés sur la membrane cytoplasmique. OK? Alors ça, on appelle ça le Balantidium coli. C'est le seul, il faut apprendre ces notions,
Le seul cilié pathogène chez l'homme, c'est le Balantidium coli. L'origine, c'est le porc. C'est le porc. La quatrième classe, c'est la classe des sporozoaires. Alors, cette classe, elle est immobile, ne sont pas mobiles. Dans certains articles au livre, on trouve les sporozoaires, c'est des cellules peu mobiles. Bon, c'est bon, immobile, mais peu mobiles. Donc, des fois, c'est bon. Très bien. Alors, je prends l'exemple. Vous voyez bien sur la photo qui est en dessous. Alors, les oocystes en rouge, c'est les oocystes de Cryptosporidium. C'est des sporozoaires qui vont opportunistes, qui va donner une diarrhée chez les sujets immunodéprimés, particulièrement chez l'immunodéprimé et particulièrement le sidéen, le sujet sidéen. Alors, pour résumer, l'embranchement des protozoaires, il contient 4 classes. La classe des rhizopodes, mobile grâce à des pseudopodes. La classe des flagellés, mobile grâce à des flagelles. Les flagellés, on trouve les flagellés intestinaux, flagellés urogénitaux, il y a un seul, et flagellés sanguicoles et tissulaires. Troisième classe, c'est la classe des ciliés. Le seul protozoaire cilié pathogène chez l'homme, c'est le Balantidium coli. Quatrième classe, c'est la classe des sporozoaires. C'est des cellules qui sont immobiles. Je prends l'exemple. Bon, il y a le plasmodium, falciparum. C'est des exemples hado. Donc, vous allez tous revoir ça, flécourt. Et le cryptosporidium parvum. Donc, hadi, c'est l'embranchement des protozoaires, des êtres vivants unicellulaires. Alors, est-ce que c'est clair? Une à deux réponses. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, très bien. OK. Deuxième embranchement, c'est l'embranchement des métazoaires. Les métazoaires, c'est des êtres vivants pluricellulaires, possédant des tissus différenciés. Donc, les protozoaires n'ont pas de tissus différenciés. C'est les métazoaires. Donc, les métazoaires, appelés aussi, donc il y a les helminths ou bien les vers. On les appelle helminths ou bien vers. Embranchement des métazoaires, helminths ou bien vers. Alors, l'embranchement des métazoaires est divisé en deux sous-embranchements. Le sous-embranchement des némates helminths, c'est des vers qui sont ronds. Là, l'embranchement des métazoaires est divisé en deux sous-embranchements selon la section des vers. Selon la section. Alors, si c'est un vers qui est rond, c'est des némates helminths. Alors, les némates helminths, il y a une seule classe, la classe des nématodes. Je prends l'exemple de l'Ascaris limbricoides. Il est clair sur la photo. Alors, l'Ascaris limbricoides, c'est un métazoaire, c'est un helminth, c'est un ver rond qui vit dans l'intestin, dans la muqueuse colique de l'homme. OK? Donc, c'est un endoparasite. L'Ascaris, c'est un endoparasite, mais chez un ectoparasite. Le deuxième sous-embranchement, c'est les plates helminths. Donc, la section, mais ce n'est pas des vers ronds, c'est des vers qui sont plats. C'est des vers plats. Alors, le sous-embranchement des plates helminths est divisé en deux classes. La classe des cestodes, la classe des trématodes. C'est des vers plats. La différence avec les némates helminths, c'est des vers plats. Je répète, c'est des mots-clés. Alors, la classe des cestodes, c'est des vers plats, mais le corps, il est segmenté. Le corps, il est segmenté. Alors là, c'est l'exemple, c'est le ténian. C'est le ver ténian. Il est clair sur la photo. Okay? La photo à gauche, c'est le ténian. C'est un ver qui est plat.
un métazoaire, un helminth, un ver plat qui fait partie de la classe des cestodes à corps segmenté. Donc, le corps fait, il fait les segments, les anneaux, segments ou bien anneaux. Alors, la longueur taténiale peut aller jusqu'à 20 mètres. La localisation, c'est des endoparasites. Endoparasites, deux points, c'est l'intestin de l'homme. C'est bon, l'intestin. Très bien. La deuxième classe, c'est la classe des trématodes. Donc, la différence entre les deux classes, le corps, il est segmenté, le corps, il n'est pas segmenté. Alors, regardez la photo à droite, c'est la forme d'une feuille. Ça a un aspect qui est foliacé. C'est comme une feuille. C'est l'espèce, alors j'ai oublié de mettre les noms scientifiques. Alors, à gauche, c'est le Taenia saginata. Et à droite, c'est le Fasciola hepatica. C'est Fasciola hepatica. OK? Alors, normalement, c'est clair. Alors, l'embranchement, je répète, l'embranchement des protozoaires est divisé en 4 classes. Donc, les protozoaires, on ne parle pas de sous-embranchement. Bon, j'ai évité de parler des sous-embranchements des protozoaires, fait 4 classes, selon le mode de locomotion. L'embranchement des métazoaires est divisé en 2 sous-embranchements, selon la section, tu as le ver. Il a le ver, il est rond, c'est des nématelmintes. Si c'est un ver qui est plat, c'est des platelmintes. Les platelmintes, eux-mêmes, divisés en 2 classes. La classe des cestodes, la classe des trématodes. OK? Les cestodes, le corps, il est segmenté. Les trématodes, le corps non segmenté. Et j'ai donné quelques exemples, des photos, juste pour introduire. Mais vous allez voir ça avec détail. Il y a des cours qui sont détaillés. Alors, est-ce que c'est clair? Des questions? Est-ce que c'est clair? Alors, si c'est clair, au moins un oui pour avancer. Très bien. Alors, Hadi, on a parlé un petit peu de la classification, la taxonomie des parasites qui vont être détaillés au cours du premier semestre. Les protozoaires et les métazoaires. Alors, ces parasites, entre parenthèses, si vous voulez, protozoaires et métazoaires, sont responsables, sont à l'origine de parasitoses qui sont propres à l'homme. Donc, c'est des parasitoses spécifiquement humaines. Dans ce cas-là, on parle d'anthroponose. Anthroponose, c'est quoi la définition? Deux points, parasitose spécifiquement humaine. Donc, la transmission, elle se fait de l'homme à l'homme. On parle anthroponose. ما كانش l'animal. Il n'y a pas la notion d'un animal. Le cycle, il intervient juste chez l'homme. Le parasite, il va se loger juste chez l'homme. La transmission de l'homme à l'homme. On parle d'anthroponose. J'ai pris l'exemple d'oxyure. Les oxyures, c'est quoi les oxyures? C'est les petits vers blancs qu'on peut les retrouver chez les enfants. Bon, les enfants, on les appelle oxyures. OK? Les oxyures, c'est très fréquent chez les enfants. Alors, l'oxyurose est une anthroponose. Et c'est des vers qui sont ronds. Ce pas des vers plats, c'est des vers ronds. Il y a aussi des parasitoses communes à l'homme et à l'animal. Donc, il y a des parasitoses, il y a des parasites qui se transmettent de l'animal à l'homme. On les appelle anthropozoonoses ou tout simplement, actuellement, on dit juste une zoonose. Quand on dit zoonose, c'est une parasitose qui se transmet de l'animal à l'homme. Bien sûr, par l'intermédiaire d'un vecteur, par exemple. Un vecteur comme par exemple l'insecte.
L'insecte, il va piquer l'animal. Ensuite, il va repiquer l'homme pour transmettre le parasite. Alors, j'ai pris l'exemple des leishmanies. Donc, vous voyez bien sur la photo, c'est des protozoaires. C'est appelé les leishmanies. Voilà. Alors, selon l'origine ou bien selon le mode de transmission des parasites, il y a des anthroponoses, c'est des parasitoses spécifiquement humaines de transmission interhumaine. Il y a aussi des parasitoses communes à l'homme et à l'animal. On parle de zoonoses. Alors, concernant le cycle évolutif, donc un parasite, il a un cycle évolutif. Il a un cycle parasitaire. Alors, le cycle, il est représenté par un cercle qui est fermé. Généralement, c'est un cercle. Alors, c'est quoi le cycle évolutif? Donc, les cours de parasitologie, le premier semestre, vous allez avoir la notion d'un cycle évolutif. C'est l'ensemble des transformations que doit subir un parasite au cours de sa vie. C'est simple. C'est l'ensemble des transformations. Alors, à gauche, dans le cas où l'ensemble des transformations se passe chez le même hôte, je prends l'exemple, vous voyez bien sur la photo, à gauche, on a l'homme, c'est un enfant. Dans le cas où l'ensemble des transformations se passe chez le même hôte, on parle d'un cycle qui est monoxène. Monoxène, il a un seul hôte. Alors, j'ai pris l'exemple des oxyures. Les oxyures, c'est des petits vers blancs. Ils ont un cycle monoxène. Ils n'ont pas besoin d'un autre hôte, d'un deuxième ou la troisième hôte. C'est juste, le cycle il va se dérouler chez l'homme. Dans le cas contraire, deux hôtes et plus, alors on parle d'un cycle hétéroxène. Alors, cycle hétéroxène, c'est un cycle parasitaire qui se passe chez plusieurs hôtes. Alors, dans le cas où il y a deux hôtes, on dit un cycle dixène. Dixène, un cycle contient deux hôtes. OK? Un cycle qui se passe ou là qui renferme plusieurs hôtes, c'est un cycle qui est hétéroxène. Alors, j'ai pris l'exemple du Taenia saginata. Alors, le Taenia saginata, c'est le ver qui peut aller jusqu'à 20 mètres et c'est un endoparasite. Alors, il se passe, c'est une zoonose de transmission des bovidés. Vous voyez bien sur la photo à droite, les bovidés, le bœuf ou bien la vache, de transmission de la vache, des bovidés à l'homme. Donc, c'est un cycle qui est dixène. Dixène fait deux hôtes. OK? Est-ce que c'est clair? Alors, c'est juste des exemples. Après, quand vous allez faire des cours, vous pouvez mettre des tableaux. Des tableaux pour faire la différence entre les parasites qui sont monoxènes et les parasites qui sont hétéroxènes. Alors, le message en bas. Alors, est-ce que c'est clair? Alors, je viens de voir le message. Très bien. Alors, le cycle évolutif ou cycle parasitaire, c'est l'ensemble des transformations que doit subir un parasite au cours de sa vie. Il est représenté par un cercle. Alors, soit il se passe chez le même hôte, soit chez plusieurs hôtes. Alors, les éléments d'un cycle parasitaire. Alors, ce que vous allez apprendre, le cycle d'un parasite. Il y a le parasite. Parce qu'on a à la fois le parasite ou bien l'agent pathogène. C'est important. La forme infestante pour l'homme. Donc, c'est la forme qui pénètre chez l'homme. La forme qui va infester l'homme. C'est important.
Vous devez maîtriser bien le parasite, l'agent pathogène, et sa forme infestante pour l'homme, la forme qui pénètre chez l'homme. Aussi, les hôtes, le cycle évolutif, il y a soit un seul hôte, soit plusieurs hôtes. Dans le cas où l'hôte, il est définitif. Un hôte qui est définitif, c'est un être vivant. C'est quoi un hôte définitif? On dit hôte définitif ou la hôte principale. C'est l'être vivant qui héberge la forme adulte du parasite, se reproduisant par voie sexuée. Elle est la définition d'un hôte définitif. Un hôte intermédiaire, c'est l'être vivant qui héberge la forme larvaire. Donc, les deux notions, hôte définitif et hôte intermédiaire, vous allez les voir la deuxième partie. C'est le mois de janvier. Donc, le mois de décembre, nous n'allons pas vraiment détailler cette notion, hôte définitif, hôte intermédiaire. Nous allons parler soit un parasite qui est monoxène, un parasite qui est dixène, etc. Mais l'hôte définitif, hôte intermédiaire, c'est une notion fréquente chez les helminths, les métazoaires. Les protozoaires, on ne parle pas vraiment d'un hôte définitif, hôte intermédiaire. C'est clair. Normalement, c'est clair. Bon, s'il y a des questions, je vois des messages sur Teams. S'il y a des questions, je réponds. Alors, l'exemple. J'ai pris juste un exemple. Le Taenia saginata. Taenia saginata, c'est un ver. On a dit un endoparasite. Un ver qui vit au niveau de la muqueuse colique. La forme infestante du Taenia saginata, c'est important, parce que parfois, c'est la larve. La larve. Hôte définitif, c'est l'homme. Donc, l'homme va héberger le ver, va héberger l'helminthe, va héberger la forme adulte. C'est la définition de l'hôte définitif. L'hôte intermédiaire, c'est l'hôte qui héberge la forme larvaire. C'est les bovidés, le bœuf, tout simplement. Donc, on a le mode de contamination. Quand vous voyez ça, Analeuthenia saginata, c'est le parasite. La forme infestante, c'est la larve. Hôte définitif, c'est l'homme. Hôte intermédiaire, c'est les bovidés. Alors, on a l'homme, c'est une information en plus, vous allez la voir, Inch'Allah. L'homme se contamine par voie orale en ingérant la contenue dans une viande bovine mal cuite. Bon, c'est tout simplement les gens qui mangent un peu de la viande saignante. OK? Ou la viande fumée, viande mal cuite. Est-ce que c'est clair? Donc, on a les éléments d'un cycle parasitaire. Le parasite, c'est l'agent pathogène, la forme infestante, hôte définitif, hôte intermédiaire. Donc, la notion hôte définitif, hôte intermédiaire, vous allez voir cette notion, la deuxième partie. C'est le mois de janvier, c'est les métazoaires. On sait boire bzaf les métazoaires, les vers. Toujours la suite du cycle parasitaire, on a le vecteur. Des fois, il y a des parasitoses qui sont vectorielles, nécessitent l'intervention d'un vecteur. Alors, le vecteur, c'est quoi? C'est un eucaryote, tout simplement. C'est l'animal eucaryote, pluricellulaire. Il est hématophage. Généralement, il est hématophage. Il mange, il a besoin du sang. Donc, il va prendre le parasite chez un sujet malade, ou bien pas le sujet malade, un animal qui est malade. Il va le conserver, il le transforme pour l'inoculer au sujet sain. Donc, le vecteur, c'est tout simplement le maillon entre le sujet malade ou bien l'animal réservoir, l'animal malade, et le sujet sain. OK? Donc, le vecteur, je prends par exemple là l'exemple de la leishmaniose. La leishmaniose, qui est une parasitose fréquente à Tlemcen. Ou bien le paludisme. Le paludisme, malaria. C'est une parasitose qui est vectorielle. Donc, on a un vecteur. Il s'appelle l'anophèle. Alors, est-ce que c'est clair?
Agent pathogène, parasite, agent pathogène, forme infestante, hôte définitif, hôte intermédiaire, et la notion d'un vecteur. Alors, est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, le réservoir. Réservoir, c'est quoi? C'est l'être vivant chez lequel le parasite se conserve et qui lui permet de se maintenir dans la nature. Un réservoir de parasites, un réservoir de virus. Alors, la connaissance du réservoir de virus ou bien réservoir de parasites est très importante. Alors, quand on connaît le réservoir d'une maladie, il est beaucoup plus facile de lutter contre la maladie. Je prends l'exemple, vous voyez bien le tableau, je prends l'exemple de la leishmaniose. Donc, l'agent pathogène, parasite, c'est Leishmania infantum. C'est des exemples. La forme infestante, c'est les promastygotes. Promastygote, c'est une forme infestante. Donc, vous allez voir, c'est des mots un peu bizarres, mais bon, essayez d'apprendre ça, les cours. Vous allez voir même les définitions après. Donc, Leishmania infantum, c'est le parasite, c'est l'agent pathogène. Sa forme infestante, c'est la forme qui pénètre chez l'homme, appelée promastygote. Cette forme infestante va être inoculée par un vecteur appelé le phlébotome. Donc, le vecteur, c'est l'insecte qui va piquer le réservoir. Il va prendre les formes, il va les transformer en forme promastygote pour être inoculé à l'homme. Et le réservoir, c'est le chien. Alors, dans ce cas-là, la leishmaniose est une anthroponose ou bien zoonose? C'est à vous de me répondre. Donc, dans le cas de la leishmania infantum, est-ce qu'on parle d'une zoonose ou bien anthroponose? Alors, j'attends la réponse. Le parasite, c'est leishmania infantum. La forme infestante, c'est promastygote. Le vecteur, c'est le phlébotome. Le réservoir, c'est le chien. Alors, est-ce que la leishmaniose est une zoonose ou bien, bon, la leishmania infantum? Très bien, c'est une zoonose. Très bien, zoonose, zoonose, très bien. C'est zoonose, donc le vecteur, il va prendre le parasite. C'est à partir du réservoir, le chien, il va le transmettre chez l'homme. Alors pour lutter, alors c'est important c'est important de connaître le chien, le réservoir, le chien porteur de la leishmaniose. Ça sera par la suite beaucoup plus facile de lutter contre la leishmaniose, par exemple. À Tlemcen, il faut juste un abattage des chiens, un abattage des chiens malades, des chiens errants. Nous avons déjà détaillé le cycle parasitaire, la notion d'un cycle monoxène, un cycle zigzane, un cycle hétéroxène, et les éléments d'un cycle parasitaire, à savoir l'agent pathogène, la forme infestante, l'hôte définitif, hôte intermédiaire, le vecteur et le réservoir. Alors, j'ai donné quelques exemples. C'est juste des exemples. Il y a plusieurs exemples. Par la suite, vous pouvez faire des tableaux et comparer les différents parasites. Alors, le mode de contamination. Mode de contamination ou bien la voie d'entrée d'un parasite ou bien la voie d'entrée des parasites. On a la voie orale. Donc, le parasite va pénétrer par la voie orale. Tout simplement, c'est par ingestion. C'est l'homme, par exemple, il va ingérer la forme infestante. Alors là, je prends juste quelques exemples. Amibiase ou bien toxoplasmose. La voie aussi transcutanée. Donc la voie transcutanée, le parasite, il va pénétrer à travers la peau. Donc il y a la voie transcutanée passive, sans intervention, ou plutôt avec intervention d'un vecteur. C'est l'exemple du paludisme. Et la voie transcutanée sans vecteur active. C'est le parasite lui-même qui va dépenser de l'énergie pour pénétrer, pour franchir la barrière cutanée. Donc, on a la voie orale et la voie transcutanée.
La voie transcutanée, on a la voie active et la voie passive. Passive avec vecteur, active sans vecteur. J'ai donné quelques exemples. Aussi, on a la voie sexuelle. Il y a le seul protozoaire responsable sexuellement transmissible, c'est le Trichomonas vaginalis. C'est le Trichomonas vaginalis, responsable de MST. Aussi la voie transplacentaire, par exemple. C'est l'exemple de la toxoplasmose, toujours. Toxoplasma gondii. Donc la toxoplasmose, il y a plusieurs voies plusieurs modes de contamination. La voie orale, la voie transplacentaire, etc. Donc, à deux, c'est les modes de contamination. Vous allez voir ça. Chaque parasite a un mode bien déterminé de transmission. La voie d'élimination. Donc, je fais la voie de contamination. Aussi, la voie de sortie de parasite. Donc, le parasite, il va entrer, ensuite, il va sortir. La voie d'élimination. Rejet par les excrétions, par exemple. Donc, on trouve les parasites au niveau d'un prélèvement de sel. Je prends l'exemple de Fasciola hepatica ou bien Entamoeba histolytica. Aussi, il y a des parasites qui se retrouvent au niveau des urines. Prélèvement urinaire, c'est le schistosoma hématobium. Très bien. Il y a aussi une deuxième voie, c'est les sécrétions bronchiques. C'est l'exemple de quelques douves responsables de dystomatose pulmonaire. C'est bon, les sécrétions bronchiques. Aussi, il y a des parasites qui vont être éliminés suite à une plaie cutanée. Vous voyez bien sur la photo, c'est la filaire de Médine. On appelle ça filaire de Médine. Donc le ver, il va sortir, c'est un ver de section ronde, un hématode qui va sortir à travers une plaie cutanée. Donc il y a plusieurs voies d'élimination, principalement les parasites éliminés par les selles, par les urines, par les sécrétions bronchiques, ou bien par une plaie cutanée. Alors, il y a des parasites, c'est une remarque, il y a des parasites qui vont rentrer, ils vont être ingérés, par exemple, par l'homme, ils n'ont pas une voie de sortie, ils vont être bloqués chez l'homme. On appelle ça un parasite en impasse parasitaire. C'est un parasite en impasse parasitaire. C'est l'exemple de l'idatidose ou bien la trichinellose. Idatidose ou bien trichinellose, c'est des parasites qui vont rester bloqués chez l'homme. On parle d'impasse parasitaire. Donc les impasses parasitaires, c'est une notion très fréquente, toujours les métazoaires, mais chiffre les protozoaires. Je répète, impasse parasitaire, c'est une notion fréquente chez les métazoaires. Les protozoaires, on ne parle pas d'impasse parasitaire. Ok, est-ce que c'est clair? D'avoir le mode de contamination ou bien voie d'entrée des parasites et la voie d'élimination ou voie de sortie des parasites. Alors, est-ce que c'est clair? La logique, c'est qu'un parasite, il entre chez l'homme, soit par exemple la voie orale, il sort par la voie intestinale, la voie digestive, c'est les selles. Ok, certains parasites, ils vont rester bloqués chez l'homme. Ils vont rester bloqués, mais on appelle ça parasite en impasse parasitaire. Notion, bien sûr, fréquente chez les métazoaires. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Alors, la notion d'un diagnostic en parasitologie. Donc, avec un patient, le patient, il va présenter des symptômes. Un tableau clinique. Patient, par exemple, il a une diarrhée. Patient qui présente une fièvre. Donc, à deux, c'est des arguments d'orientation. Arguments d'orientation. Alors, les arguments d'orientation, c'est les données épidémiologiques.
associée à la symptomatologie clinique du patient. Alors, les données épidémiologiques, c'est quoi? C'est tout simplement, donc vous allez voir cette notion, les données épidémiologiques d'un parasite, c'est l'agent pathogène, sa morphologie, son mode de contamination, son cycle évolutif et sa répartition géographique. C'est les données épidémiologiques d'un parasite. Donc, quand on identifie un parasite, il faut quand même les données épidémiologiques. Donc, la voie d'entrée, voie de sortie, la forme infestante, son cycle évolutif, sa répartition géographique, parce qu'il y a des parasitoses qui sont géographiquement limitées. Il y a aussi des parasitoses qui sont un peu cosmopolites. C'est bon partout dans le monde. Alors, les arguments d'orientation, donc tout simplement, je prends un exemple. Un patient, il va présenter une diarrhée, ok, ou bien je dis un patient qui va présenter une fièvre, un doustrana, c'est la symptomatologie clinique. Une fièvre. Et sur le plan épidémiologique, il dit par exemple, j'ai fait un séjour en Afrique noire, par exemple en Mali ou là. Il a par exemple la notion de piqûre. Il dit que le patient, j'ai été piqué par les insectes. Donc, patient, une fièvre, c'est une symptomatologie. Notion de séjour, par exemple en Mali, c'est l'Afrique. Et il y a une notion de piqûre. J'ai été piqué par un insecte. Donc, c'est des arguments d'orientation. Donc, là, vous êtes un pharmacien, biologiste, vous allez penser directement au paludisme, malaria. C'est des données qui vont vous orienter vers une parasitose. Donc, là, vous allez évoquer le diagnostic du paludisme. Ce que vous allez demander, c'est le sang. Il faut prélever le patient, le sang, pour faire un examen au microscope et chercher les parasites qui sont à l'origine de cette symptomatologie. OK? Donc, chaque parasitose a des arguments d'orientation. Alors, le diagnostic parasitologique, tout simplement, en parasitologie, il y a le diagnostic direct, il y a le diagnostic indirect. Le diagnostic direct, c'est quoi? C'est la mise en évidence directe du parasite. On recherche le parasite. Le diagnostic parasitologique direct. On recherche soit le parasite, soit l'ADN parasitaire. Soit le parasite, soit l'ADN parasitaire. Alors, quand on cherche le parasite, des fois, c'est macroscopique. C'est l'exemple des vers ou bien des helminths. Tout simplement, c'est d'autres. Vous n'avez pas besoin d'un microscope pour chercher un ver. Ok, c'est le diagnostic parasitologique direct. Tu fais un ver, vous êtes à l'officine, une maman, elle va vous ramener un petit ver blanc. Je crois que mon enfant, il a des petits vers au niveau de la couche ou la flécelle. Donc, directement, vous allez confirmer le diagnostic parasitologique. Là, c'est une oxyurose. Et vous allez donner le traitement d'une oxyurose avec le schéma thérapeutique et les mesures prophylactiques. C'est le rôle d'un pharmacien à l'officine. Il y a aussi la recherche microscopique. Là, vous avez besoin d'un microscope. Tu as un microscope pour faire la recherche. Donc, avec un prélèvement, vous allez avoir des techniques à faire. Soit un examen direct à l'état frais, donc directement, tu fais une goutte ou là, un petit morceau d'un prélèvement avec de l'eau physiologique et vous allez faire un examen au microscope. Vous allez rechercher le parasite directement ou là, la forme parasitaire directement sur un prélèvement. Il y a aussi des techniques de concentration. Des fois, on a des prélèvements qui sont où la charge parasitaire elle est faible. Donc là, on est amené à concentrer le parasite. Sans concentrer le parasite, la technique de coloration. Il y a des parasites qui ne sont pas vraiment bien visibles à l'état frais. Là, on a besoin des colorants
soit extemporanés, qui vont colorer directement, soit après avoir pratiqué un frottis. Aussi, dans la culture, il y a des parasites qui peuvent même se cultiver. Comme à la bactériologie, on a des parasites qui peuvent même se cultiver sur des milieux un peu spéciaux. Alors, la recherche directe du parasite permet de poser le diagnostic de certitude. Lorsqu'on surblé dit la parasitose, c'est bon, j'ai confirmé la parasitose. Soit la recherche directe du parasite, soit la recherche au microscope. La recherche au microscope, soit à l'état frais directement, pas de colorant, pas de concentration. Tu fais une goutte ou tu chauffes. Soit on a besoin des fois des techniques de concentration, techniques de coloration, ou bien des fois même la culture. La culture qui peut orienter, qui peut rendre beaucoup plus sensible le diagnostic. Aussi, c'est la recherche de l'ADN parasitaire, c'est la biologie moléculaire, c'est les techniques de biologie moléculaire. Alors là, je prends juste l'exemple, la PCR. PCR, c'est réaction de polymérisation en chaîne. Bon, certainement, c'est le cas de la COVID. Le COVID, le SARS-CoV-2, le diagnostic de certitude, il est établi par la recherche de l'ADN, de l'ARN, pas de l'ADN, c'est de l'ARN viral du SARS-CoV-2 par la PCR en temps réel. Donc la PCR est une technique de biologie moléculaire qui permet de rechercher le matériel nucléaire, le matériel, soit l'ADN, soit l'ARN. Dans le cas de la parasitose, c'est de l'ADN. Maintenant, l'ARN, on recherche l'ADN. Dans le cas de le COVID, le SARS-CoV-2, on recherche l'ARN. Ok, est-ce que c'est clair? Alors, j'ai un petit peu dépassé le temps par 6 minutes. Je vais essayer. Est-ce que c'est clair? Très bien. Diagnostic en parasitologie, toujours. Donc, on a le diagnostic. J'ai dit, vous avez un patient, vous allez avoir des arguments d'orientation, un diagnostic direct, tu le parasite bainek, ou bien le microscope, ou bien tout simplement, c'est l'ADN parasitaire. Le diagnostic indirect, c'est la sérologie. C'est la sérologie. C'est des techniques qui vous permettent de rechercher des anticorps ou bien d'antigènes. Donc, le parasite, il va entrer chez l'homme. Il y a certains parasites qui vont susciter le système immunitaire à développer des anticorps. Ou bien, les fragments, le parasite, devient des antigènes. Donc, on les recherche par des techniques, on les appelle techniques indirectes. Donc, technique indirecte, on ne recherche pas le parasite, mais les anticorps ou bien les antigènes spécifiques. Alors, il y a plusieurs techniques. Donc, à les techniques, vous allez voir ces techniques-là, les cours, mais s'il vous plaît, vous n'allez pas détailler les techniques le premier semestre. Parce que là, vous allez perdre le temps. D'ailleurs, les techniques, vous allez voir la technique, un petit peu le principe, mais le détail, ça sera le deuxième semestre. OK? Donc, l'intérêt, tu as le premier semestre, tu as le parasite, le cycle évolutif, tu as la forme infestante, qu'est-ce qu'il va donner cliniquement chez l'homme, s'il y a une clinique baina, clinique qui est spécifique. Ensuite, un diagnostic en parasitologie, diagnostic qui est direct, diagnostic indirect. OK? Et bien sûr, par la suite, le traitement. Le traitement, il est important. Donc, chaque parasitose a le traitement. Donc, il y a des traitements qui sont médicaux. Donc, vous êtes à l'officine. J'ai donné déjà l'exemple. Vous allez avoir un patient. Il va présenter un enfant qui a un prurite anal nocturne. Une maman, elle va vous dire, mon enfant, il a un prurite anal nocturne. C'est un signe clinique. Un prurite anal nocturne. C'est le signe clinique majeur d'une oxyurose. Ils vont donner un prurite anal nocturne. Alors là, tout simplement, vous êtes un pharmacien de l'officine, directement le flubendazole. Flubendazole, c'est le médicament, le traitement médical d'une oxyurose. Donc, il y a un schéma.
Vous allez voir le schéma, le cours. Alors, les traitements, vous n'allez pas apprendre qu'un les schémas. Balak deux ou la trois schémas, les plus importants. Parce que le schéma, ce n'est pas le rôle d'un pharmacien. Le schéma détaillé d'un médicament. C'est beaucoup plus le médecin. Ntuman, ce qui est important, c'est la DCI. Tarf la DCI, c'est quoi? L'antiparasitaire indiqué dans le cas d'une parasitose. Aussi, il y a des parasites qui sont en impasse parasitaire. Donc, des fois, on a obligatoirement besoin d'une intervention chirurgicale. Le kyste, complètement. C'est dans le cas du kyste édatique. Le kyste édatique, par exemple, au niveau du foie. C'est un kyste, c'est le foie ou les poumons. Donc, là, le patient, il a amené à faire de la radiologie, le scanner, l'échographie, etc., le bilan préopératoire. Et le médecin spécialiste, il va faire une exérèse, ça, le kyste, une complètement. Donc, là, on n'a pas vraiment besoin d'un traitement médical. Des fois, il n'est pas indiqué. C'est le traitement chirurgical qui est indiqué en première intention. Alors, la prophylaxie, c'est important. On a la prophylaxie d'une parasitose. Alors, quand on sait la voie d'élimination, la voie d'entrée d'un parasite, euh, on peut mettre en pratique des mesures prophylactiques individuelles. Par exemple, on parle de la giardiose. Giardiose, la transmission, c'est la voie orale. Tout simplement, le patient, ou là, c'est des mesures prophylactiques individuelles. Il doit éviter de manger des aliments ou là, avec des mains sales, tout simplement. Ou bien les légumes, les fruits, avec de l'eau de javel, voilà. Alors, la prophylaxie, c'est l'ensemble des moyens utilisés pour lutter contre une parasitose. Il y a des mesures prophylactiques individuelles, il y a des mesures prophylactiques collectives. Donc, la prophylaxie individuelle, c'est la protection d'un sujet sain. Donc, un sujet main de wallo, de préférence, il doit suivre ces mesures prophylactiques. C'est l'hygiène de vie. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'empêcher la pénétration du parasite. C'est l'hygiène alimentaire, l'utilisation de moustiquaires, par exemple dans les régions où là, par exemple Bohennaq ou bien Imama, il y a des régions où Jlida, Chitwan, etc. Il y a des régions où il y a plusieurs vecteurs de parasites. C'est le phlébotome. Donc là, il faut obligatoirement utiliser des moustiquaires. Des moustiquaires, c'est-à-dire des insecticides. On a la chimioprophylaxie. Chimioprophylaxie, c'est quoi? C'est une prophylaxie individuelle chez un sujet sain en prenant un médicament. Le sujet il est sain, مريح bien. Il peut marcher par exemple l'Afrique, un voyage Mali ou le Brésil, ou etc. De préférence, il faut prendre un médicament antipaludique. C'est le paludisme. Donc, le médicament, c'est de la chimioprophylaxie pour éviter la pénétration d'un parasite. Ou même s'il pénètre, il va être directement détruit. Donc, c'est la prophylaxie individuelle. La prophylaxie collective, la différence, c'est qu'elle s'attaque à tous les maillons de la chaîne épidémiologique. Donc, comme le cycle parasitaire, par exemple, on a un vecteur. Donc, le but de la prophylaxie collective, c'est détruire le vecteur. C'est lutter contre le vecteur. Ou bien lutter contre l'hôte intermédiaire. L'hôte intermédiaire, par exemple, il y a des parasitoses qui ont besoin des mollusques. Des mollusques. Donc, les mollusques, donc tu formes les corps. Donc, on est obligé de lutter contre ces mollusques. Il y a aussi le dépistage de masse. Dépistage de masse. Donc, vous avez une population, par exemple, à Abelbeyed ou bien Mishriya ou là, on fait un dépistage de masse de la leishmaniose et nous allons traiter les sujets qui sont porteurs. C'est des mesures collectives. Voilà, donc nous avons déjà donc parlé sur certaines notions. C'est quoi un parasite? Et c'est quoi un parasite? Protozoaire, métazoaire, le mode de contamination, c'est quoi une zoonose, c'est quoi une anthroponose.
la voie d'entrée, la voie de sortie d'un parasite, le cycle évolutif, les différents éléments d'un cycle évolutif, comment on peut diagnostiquer réellement une parasitose en se basant sur la clinique, sur la biologie au laboratoire et le traitement, bien sûr, indiqué par, bien sûr, prescrit par le médecin ou bien le pharmacien, et la prophylaxie, les mesures prophylactiques. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Normalement, c'est clair. C'est un cours d'introduction. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'étais clair, rapide? Alors, j'attends toujours des réponses. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Voilà, des questions? Des questions? Alors, s'il vous plaît, la parasitologie, c'est des cours un peu chargés. Certainement, تعملوا الكور الأول الكور الأول يجيكم سهل، الكور زاوج بالك سهل، مي في الكور الثالث الرابع تبديو تخلطوا الصوالح، تبديو يتخلطوا لكم. دونك دو بريفيرونس ان كونساي. alors chaque cours يكون عندكم le polycop تاعو. essayez de lire bien le cours, de faire des résumés, essayez de travailler avec des tableaux. C'est important les tableaux qui vous permettent de faire la différence entre parasitose هذه وهذه, la forme infestante, la forme qui pénètre, le traitement, كل شيء. Essayez de comparer les choses et essayez d'apprendre les mots-clés. تحفظ les mots-clés, ما تحفظش polycop كامل parce que polycop كامل طويل وما يكملش. Ou les cours, des fois, on trouve des cours de 20 pages, 30 pages sur Internet, des livres. Donc, n'essayez pas vraiment de détailler les choses. Parce que la faute, c'est les étudiants, le premier trimestre ou le premier semestre, c'est qu'ils détaillent les choses. Ils دخلوا في الديتاي تاع الديتاي ويضيعوا الصح. Donc, le conseil, c'est que essayez d'apprendre juste les mots-clés. Essayez de comprendre beaucoup plus. Fais-moi bien. Il y aura des mots-clés, s'il y a des questions, etc. Essayez de faire des tableaux, essayez de travailler en binôme. S'il y a des résumés, je peux même corriger les résumés. J'ai beau les résumés ou la battre les par mail ou là, je peux vous corriger les tableaux, etc. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, je vous remercie. Merci de votre attention. C'était clair et net. Alors, vous avez normalement un cours d'hémobiologie à 11 heures. Alors, je vous souhaite bon courage et le prochain cours de parasitologie, ça sera le mercredi, assuré par Dr Benihia à 13 heures, l'Arba'a, Inch'Allah, à 13 heures. Vous allez faire Amib et Amibias. Amib et Amibias. Donc, vous avez un enseignement en ligne. Essayez le cours les polycoprome عندكم l'année passée. Essayez de lire le cours تاعكم avant le mercredi. Donc, le mardi, اقراو le cours تاعكم. هكذا la présentation sera beaucoup plus claire. OK? Alors, bon courage pour la suite. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a le Teams, il y a la boîte mail et prochainement, Inch'Allah, les travaux pratiques. Où je dois, s'il y a des questions là, on va les discuter. Bon courage à tous. Salam alaikum.